Beaucoup de gens connaissent Jean Jouzel, grand climatologue, directeur du CEA et précédemment également président du GIEC. On va parler aujourd'hui d'un sujet important qui est le réchauffement climatique, mais également au regard des événements qui ont eu lieu récemment, des ouragans et de ces dérèglements climatiques que l'on a pu voir depuis quelques mois qui sont de plus en plus violents, catastrophiques dans leurs conséquences. On va essayer de comprendre où on en est du réchauffement climatique. Est-ce que, première question, est-ce que vous demeurez optimiste? Est-ce qu'on a des chances de s'en sortir vis-à-vis de ce réchauffement? Oui, bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et à toutes. Oui, je précise, je suis directeur de recherche au CEA, émérite. Donc voilà, et puis j'étais vice-président du groupe scientifique du GIEC de 2002 à 2015. Alors cette question, effectivement, je crois qu'il y a une quinzaine d'années, quand je disais, ou nous disions, enfin disons notre communauté scientifique, que le climat changeait, il y avait une certaine moue dans le grand public qui se... Évidemment, il n'y a pas du tout. Et je pense que, bien à travers certains événements, les événements extrêmes dont vous parlez, le réchauffement climatique devient perceptible. Alors, dans certains cas, il est même dangereux, on le voit bien. Donc, le vrai problème du réchauffement climatique, c'est que beaucoup de gens pensent que le réchauffement climatique, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ça. Malheureusement, 3-4 degrés de plus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un degré de plus, disons le degré qu'on a pris depuis le début du XXe siècle, il est vraiment perceptible, dans certains cas dangereux, en particulier dans certaines régions vulnérables, mais ce n'est pas ça le réchauffement climatique. Mais déjà, si on parle de même passer à 1 degré supplémentaire, 1,5 degré supplémentaire, ce sera un climat vraiment différent. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Les gens disent 1 degré de plus, c'est pas si grave que ça. Si, justement. Et bien sûr, quand on va parler de 4 à 5 degrés, c'est un changement majeur. Disons, si on atteint 4 à 5 degrés à la fin du siècle, eh bien, on aura fait subir à la planète un changement équivalent à ce qu'elle a subi ou à ce qu'elle a vécu, je dirais, entre le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans et aujourd'hui, mais enfin, ou le début de la période chaude dans laquelle nous vivons, mais à un rythme de 50 à 100 fois plus rapide. Il faut bien se rendre compte de ça. Quand on parle de réchauffement climatique, c'est cela dont on parle, pas simplement de ce dont on vit aujourd'hui. Alors, évidemment, ce qu'on vit aujourd'hui pose des questions. Les questions que vous posez, Isabelle, c'est est-ce qu'il y a... Alors, la première question, quand on regarde les cyclones, qui sont extrêmement dévastateurs, on a vu à la fois à travers les vents, hein, donc il y a eu vraiment, avec Irma, des records de vent maximum qui ont été battus, enfin qui ont été malheureusement, mais aussi par les précipitations qui les accompagnent, ces cyclones. Ça a été le cas en particulier de Harvey autour de Houston, hein, bien sûr, au Texas. Et si vous avez si vous vivez sur la côte, et sur les côtes, il y a plus de gens qui vivent sur les côtes, eh bien, s'ajoute à cela l'onde de tempête, les dégâts liés à on a vu ces images, ces vagues qui montaient presque jusqu'à 10 mètres à Saint-Martin. Donc on voit bien que c'est vraiment la conjonction de ces trois phénomènes. Alors, quand on rentre dans les terres, évidemment, il n'y a plus cette onde de tempête, mais il y a beaucoup de dégâts avec les vents très importants. Donc, ces cyclones, ils naissent, il faut des températures de l'océan supérieures à 26-28 degrés. Il faut aussi pas de vent pas de cisaillement, c'est-à-dire et puis une différence de température entre la mer et disons l'atmosphère assez importante. Donc il y a beaucoup de conditions, mais une des conditions nécessaires, c'est vraiment un océan chaud. Et ce que l'on voit, eh bien, c'est que l'intensité de ces cyclones était vraiment liée aux températures très chaudes dans l'Atlantique au cours du mois d'août et début septembre, au moment de ces grands cyclones. Ce qu'on a du mal à faire, c'est d'attribuer ces cyclones directement aux activités humaines. Alors pourquoi ? Parce que ce qu'on ne sait pas, on a finalement, disons, des enregistrements corrects de ces cyclones, de leur vie, simplement depuis le début de l'ère satellitaire, depuis 40 à 50 ans. Et on ne peut pas dire, on n'a pour le moment pas de moyen de dire, disons, il y a 500 ans ou il y a 1000 ans, il n'y avait pas de cyclone de cette intensité. Donc c'est très dur d'être affirmatif sur est-ce que c'est vraiment exceptionnel à l'échelle, par exemple, du dernier millénaire. On peut le dire pour les températures moyennes globales. On affirme que le réchauffement climatique est déjà lié aux activités humaines.
Mais par exemple, nous sommes aussi très prudents sur les sécheresses. Par exemple, il y a des grandes sécheresses actuellement, mais on montre qu'aux États-Unis, au début du millénaire, il y a eu aussi des sécheresses très importantes. Donc voilà, c'est un peu le même mécanisme là. On se pose des questions, mais bien sûr, de façon indéniable, il y a un lien entre l'intensité de ces cyclones qu'on a eus, leur répétition, et le fait que la température de l'océan était très chaude, à plus de 30 degrés, et ça, c'est bien lié au réchauffement climatique, ce réchauffement de l'océan. Chaque année, si je ne me trompe pas, on bat le record de l'année précédente en ce qui concerne le phénomène de El Niño. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer également le phénomène des cyclones que l'on a pu voir et des ouragans? Non, justement. Alors, il y a un lien avec El Niño, mais c'est plutôt le contraire. Le El Niño, c'était 2016, qui était très important. Et quand il y a une année, un phénomène El Niño, alors le phénomène El Niño, quand même, on va prendre le temps, c'est un phénomène assez naturel, enfin disons qui a toujours existé, au moins sur les derniers milliers d'années, et même plus. Et ça se traduit par le fait qu'une large partie de l'océan Pacifique équatorial et tropicale est plus chaude que sa valeur moyenne. Alors ça arrive tous les 3 à 7 ans de façon naturelle. Alors on se pose aussi des questions pour savoir si les El Niño ne sont pas plus intenses maintenant à cause du réchauffement climatique, mais c'est plus une question pour le moment sans réponse précise. Et quand il y a le phénomène El Niño important, eh bien au contraire, c'est une année généralement relativement faible, et c'était le cas de 2016, mais il n'y a plus de phénomène El Niño en 2017. Normalement, le El Niño s'accompagne plutôt d'une saison cyclonique peu active dans l'Atlantique Nord. Ça peut être différent dans d'autres régions, parce que il y a aussi les cyclones, alors on les appelle des typhons quand on regarde dans l'ouest du Pacifique, donc il y a d'autres régions, donc il y a des ouragans, on parle plutôt d'ouragans quand on est dans l'Atlantique, mais donc les ouragans, cyclones et typhons, ce sont 3 mots différents pour dire la même chose, c'est-à-dire avec une échelle qui est de 1 à 5 et des vents qui peuvent, c'est là tout le problème. Jusqu'ici, l'échelle 5 s'arrêtait à 250 km/h et beaucoup de questions, comme il y a des vents supérieurs à 300 km/h, disons les climatologues, les météorologues plutôt, parce que c'est leur domaine, se posent la question de créer ou non une 6e catégorie d'intensité des cyclones. Tous les indicateurs sont au rouge quant à la diminution de la surface de la banquise, qui est largement en dessous de la moyenne. Est-ce que cela participe aussi et explique un peu cela? Non, il n'y a pas, enfin, disons, il n'y a pas vraiment de... Alors la banquise, c'est disons, les glaces de mer, donc la glace de mer en particulier dans l'océan Arctique. Elle est minimale à la fin de l'été, donc c'était en gros, elle est minimale à la mi-septembre, et là, elle recommence à se former au mois d'octobre, disons. Et cette valeur minimale, elle est beaucoup plus faible actuellement qu'elle ne l'était au début du XXe siècle. Par exemple, dans les 50 premières années du XXe, enfin dans la première moitié du XXe siècle, cette superficie était de l'ordre de 10 millions de kilomètres carrés. Maintenant, depuis, disons, actuellement, au cours depuis les années 2000, je dirais, on est plutôt autour de 4 millions de kilomètres carrés, et en moyenne, ça décroît assez rapidement, et avec le réchauffement climatique, bien sûr, ça dépend de la façon dont il évolue, eh bien, alors certains disent on a des chances parce qu'il y a tout un rêve alors à la fois de transport maritime au passage du nord-ouest et du nord-est, et puis aussi d'exploitation de ressources, donc d'exploitation de ressources. Et donc pour certains, c'est une bonne chose que la banquise disparaisse 2 mois l'été, mais c'est avant tout un signe du réchauffement climatique, et il ne semble pas qu'il y ait d'influence sur les cyclones vraiment. Par contre, ça peut avoir une influence, semble-t-il, sur des épisodes très froids l'hiver qui surviennent en Amérique du Nord. Et on a vu cela. Alors, selon certaines données, on n'aurait que 5% de chance de limiter le réchauffement climatique en deçà des 2 degrés. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, enfin, ça dépend. Si on est un peu optimiste, il faut donc. Alors, pour le moment, donc, le réchauffement est de l'ordre de 1 degré. Quand on parle de réchauffement de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, par rapport à aujourd'hui, c'est un réchauffement d'un peu plus de 1 degré, 1,5 degré, entre 1 et, parce qu'on ne va pas rentrer trop dans les virgules. Alors, si on veut que le réchauffement soit vraiment limité à 2 degrés, ça c'est
l'objectif de l'accord de Paris par rapport au pré-industriel. L'accord de Paris parle également d'1,5 degré. Eh bien, on sait ce qu'il faut faire. En gros, il faut, en tout cas, une des conditions nécessaires, c'est de limiter nos émissions de gaz carbonique à une vingtaine d'années d'émissions comme 2017. C'est ça. Donc, vous voyez, il nous reste très peu de temps pour agir. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on va faire, mais disons au mieux, on va atteindre un maximum d'émissions, puis il faudra que les émissions redescendent très rapidement, divisées par 3 jusqu'à 2050, neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle, puis des émissions négatives. Donc il faut trouver un moyen de pomper du CO2 de l'atmosphère et d'autres gaz à effet de serre. Donc en fait, dans l'accord de Paris est ambitieux puisque disons, l'objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés, avec l'idée quand même que si on y arrive, on pourra s'y adapter pour l'essentiel, pas pour tout. L'élévation du niveau de la mer continuera au moins d'une cinquantaine de centimètres, voire 1 mètre à la fin du siècle prochain. Mais les engagements des pays ne sont pas à la hauteur de l'objectif. Et ça, c'est inscrit dans l'accord de Paris. Avec les engagements qu'ont pris les pays, on pourra parler de Donald Trump après, mais même si les États-Unis, tenaient leurs engagements, eh bien, à horizon 2030, on a 35 à 40% d'émissions en trop par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir des chances de rester sur une trajectoire qui nous permette de limiter le réchauffement à 2 degrés. Pour le moment, on est plutôt sur des trajectoires qui nous emmènent vers 3 degrés et demi à la fin du siècle. Et c'est vraiment, c'est moins que les 5 degrés qu'on a cités qui étaient, si on ne fait rien en gros, mais c'est quand même assez loin des 2 degrés qui seraient absolument indispensables si on veut que les jeunes d'aujourd'hui, parce que c'est bien d'eux dont il s'agit, puissent s'adapter au réchauffement climatique, à ce qu'ils vivront dans la deuxième partie de ce siècle. Dans ces conditions, justement, ce qui s'est passé dans les territoires antillais, dans les Antilles, est-ce qu'il, la question est un peu brutale, mais est-ce qu'il faut reconstruire ? Moi, je pense qu'il faut... Je vais moi-même. J'ai été invité à aller en Guadeloupe et en Martinique. Et en Martinique, disons, c'est une association et il se fait. Ouais, en Martinique, c'est une association et il se fait que le président de cette association qui m'a invité est un architecte. Ce que dit cet architecte, et j'ai tendance à le croire, le vrai problème, c'est qu'on construit sans penser à ces cyclones. On construit avec des tout petits linteaux, disons, voilà, alors qu'il faudra mettre des poutres, disons carrément. Oui, on peut reconstruire. Mais il faut reconstruire en fonction de ce qui risque d'arriver. Et c'est là le véritable problème. Le véritable problème, ça va être bien sûr, je dirais que les couches aisées de la population vont toujours s'en tirer, mais on voit bien que dans ces pays, même si Saint-Martin, vu d'ici, ça peut paraître une île idyllique. Normalement. Oui, elle l'est normalement, mais il y a aussi des couches, disons, moins aisées de la population. Et on voit bien que c'est reconstruire, c'est certainement possible. Reconstruire pour faire face à des cyclones, c'est aussi possible. Bon, il faut peut-être être assez intelligent quand même pour penser que si on reconstruit, l'élévation du niveau de la mer va être là. Et il faut quand même reconstruire un peu en retrait par rapport à ce qui s'est fait. Il ne faut pas non plus, on doit en tirer, je pense, des conséquences. Mais je ne dirais pas qu'il ne faut pas reconstruire. Il faut aussi reconstruire intelligemment pour... disons, être capable, on parle de résilience, c'est-à-dire être capable vraiment d'absorber d'une certaine façon de tels événements. À mon avis, c'est possible, mais ça accroîtra encore les différences entre couches pauvres et couches riches de ces populations, couches aisées. Et c'est aussi un des problèmes auxquels on doit penser, bien sûr. Le Havre, après le bombardement, lors de sa reconstruction, son niveau a été élevé d'1 mètre. Est-ce qu'une ville comme Le Havre est protégée plus que les autres de ce réchauffement et de cette montée des eaux ? Disons que jusqu'à c'est un Pardon, il faut regarder. Non. Faut regarder les endroits du Havre. Il y a quand même des endroits qui sont protégés, je pense. Mais un des problèmes, j'ai contribué, j'ai coordonné un rapport sur le climat de la France au XXIe siècle. Donc, on a eu 5 rapports successifs, dont un consacré à l'élévation du niveau de la mer. Effectivement, on a toujours, disons, en gros, et c'est le cas du plan d'adaptation en France, on demande aux villes côtières, aux régions côtières, de
de bien penser que l'élévation du niveau de la mer pourrait atteindre jusqu'à 1 mètre à la fin du siècle, ce qui est tout à fait possible, et plus au-delà. Alors, un véritable problème, c'est que, moi j'ai découvert ça, c'est que si on veut, disons, 1 mètre supplémentaire, si on veut garder le même niveau de précaution, il faut élever des digues de 2 à 3 mètres supplémentaires. Disons, donc 1 mètre plus 2 à 3 mètres. Oui, si vous voulez garder le même niveau de protection dans des endroits qui sont effectivement disons, qui peuvent être sous la menace d'une élévation du niveau de la mer disons de 1 mètre, eh bien, si on veut garder le même niveau de protection qu'actuellement, il faut faire des digues, mais c'est 1 mètre, il ne suffit pas de mettre une digue de 1 mètre, il faut mettre des digues de 2 à 3 mètres. Donc on voit ce que ça veut dire. S'il y a moi, je n'ai pas regardé la topographie du Havre, mais les régions, disons les endroits du Havre qui sont vraiment au niveau de la mer, à moins de 1 mètre du niveau de la mer, il faut quand même faire attention, oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de volonté politique d'agir au niveau des territoires qu'au niveau des nations, sans parler de nations comme les États-Unis de Donald Trump? Alors, je pense que chacun, dans la lutte contre le réchauffement climatique, chacun doit jouer son rôle. Et le rôle des États, eh bien, c'est ce qui s'est passé à Paris, c'est d'essayer de mettre sur pied des accords ambitieux, même s'il n'est pas encore assez. Et puis, le rôle d'un gouvernement, eh bien, c'est de faire des lois, disons, effectivement, de mettre en place une législation qui permette d'atteindre les objectifs qui sont inscrits. C'est un peu ce qu'a essayé de faire la France avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, puisque l'énergie joue à peu près pour les 3/4 dans l'augmentation de l'effet de serre. Il faudra aussi que l'agriculture s'en préoccupe un peu, parce que, disons, il y a aussi disons, à peu près entre 20 et 25% d'émissions qui sont liées aux pratiques agricoles. Mais cette loi, elle est là. Mais la réalité ensuite, et je réponds à votre question, la réalité de l'action, quand on va parler aussi bien disons, de construction, de bâtis, de villes durables, quand on va parler de transport commun, ou bien, disons, je pense que les transports se développeront, évidemment, j'espère quand même, il faut absolument que le transport se décarbonise. Quand on va parler, y compris d'alimentation, mais on voit bien que ce sont en tout cas, transport et villes, ce sont largement, et même les territoires en général, ce sont largement les collectivités qui ont c'est à elles d'agir. D'ailleurs, beaucoup de collectivités le font. Donc c'est normal que, je ne crois pas que ce soit forcément le rôle de l'État. L'État a un rôle, hein, le Parlement a un rôle. D'impulsion. Mais bien sûr, de donner la direction. C'est de donner la direction, mais les choses se passent naturellement, en tout cas dans la lutte contre le réchauffement climatique, se passent naturellement dans les collectivités, dans les métropoles. Et je pense un des bons aspects de la réforme territoriale actuellement, c'est de donner aux régions un certain pouvoir sur leur pratique énergétique. Et ça, c'est important, parce qu'il faut aussi avoir les leviers, disons, pour que les collectivités ou les régions, à différents niveaux, bien sûr, pour qu'elles jouent vraiment pleinement leur rôle, il faut aussi qu'elles aient un peu la main sur l'énergie. Et donc ça, je pense qu'on va peut-être un peu plus vers ça, moins de monopole d'EDF et en plus d'ouverture, je pense. Donc tout cela est important, mais c'est vrai que c'est dans les villes et dans les régions, dans les métropoles que ça se passe. Pour terminer ou en tout cas se cheminer vers des notes peut-être optimistes, ou en tout cas, vous disiez que chacun de nous a la capacité d'agir. Alors, comment peut-on agir? Comment des jeunes peuvent agir? Comment faire pression sur les territoires pour justement véritablement essayer de limiter Oui, quels sont les moyens d'action à titre personnel? Alors, on peut revenir sur les... En France, quand on regarde la façon dont on se déplace, la façon dont on se comporte chez soi, le domestique, si on fait attention à isoler sa maison ou pas, et la façon dont on s'alimente, ça représente plus de la moitié des émissions. Donc, je crois qu'on comprend que, bien, sur cette moitié des émissions, une bonne moitié des émissions, en gros, ce sont presque des décisions de tous les jours de chacun d'entre nous, de prendre des transports en commun, de faire attention, ou en tout cas, on peut être attentif à certaines choses, aussi bien quand on se comporte chez soi qu'on se déplace, c'est bien cela. Donc, je continue à dire que les petits gestes ne sont pas rien du tout, qu'ils peuvent vraiment contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Bien sûr,
Quand on parle de transport en commun, il faut qu'ils existent. C'est aussi les collectivités qui les mettent en place ou ne les mettent pas en place. Donc c'est pas non plus, on ne peut pas non plus accuser, disons, le citoyen d'être. Il y a aussi des gens qui habitent plus trop loin, qui n'ont pas les moyens. Je veux dire, chacun n'a pas le même. N'a pas la même, non, je dirais pas obligation, mais ne peut pas probablement agir de la même façon sur le réchauffement climatique. Mais je crois que chacun d'entre nous, si on y réfléchit, on peut faire quelque chose dans ces différents domaines. Et justement, de faire pression. Est-ce que vous croyez à l'importance de ces pétitions qu'on peut trouver en ligne, où je vais prendre un exemple justement avec l'élection de Donald Trump, où les entreprises se sont mobilisées, les entreprises américaines ont immédiatement publié une tribune dans le New York Times, et des villes, des territoires justement s'agissent en disant non, il n'est pas question, on peut agir. Et cette mobilisation, elle est un peu horizontale et elle est décloisonnée. Est-ce que ça, c'est une voie qui peut nous permettre d'être optimistes? Oui, bien sûr, si plus les entreprises, bon, c'est pas ici, on est au forum de l'économie positive. Bon, c'est quand même clair que c'est l'économie qui mène le monde, et donc, je veux dire, il faut aussi que les entreprises identifient dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans l'adaptation des leviers de développement, ou en tout cas les leviers de création d'emplois. Et je pense que là, on peut quand même être optimiste, puisque, disons, la société vers laquelle nous devrions aller si nous souhaitons limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, on parle d'une société au sens large sobre en carbone, elle est plutôt plus créatrice d'emplois localisables que le contraire. Donc, il ne faut pas voir ça. C'est pour ça que je réponds un peu aussi par rapport à ce que vous avez dit sur les jeunes. C'est vrai que je pense qu'on peut aussi... disons, aller vers une économie différente, parce que c'est bien ce qu'on demande aux jeunes. On leur demande quand même de changer le mode de développement. C'est assez enthousiasmant parce que c'est beaucoup de créativité, d'inventivité, de recherche, d'innovation, mais pas simplement d'innovation technique, d'innovation aussi dans les usages, disons d'innovation sociale, je dirais, au sens large du terme. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment y aller, mais les entreprises elles-mêmes ont bien sûr un rôle à jouer. Il y a de plus en plus d'entreprises qui jouent, et y compris, tout le monde comprend, certaines entreprises ont été très réticentes, mais maintenant il y a très peu d'entreprises qui ne prennent pas en compte, disons, cette éventualité d'un réchauffement climatique dans leur stratégie à long terme. Et s'ils ne le prennent pas, il y a maintenant des actionnaires qui leur demandent des comptes. On voit bien comment ça se passe. Et des investisseurs. Et des investisseurs. Absolument. Et moi, une des choses qui m'a marqué dans l'accord de Paris, en fait, dans l'accord de Paris, il y a 3 alinéas. Donc, un objectif, c'est de stabiliser c'est un triple objectif. Le premier, c'est de stabiliser le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré. Le deuxième, il redit l'importance de l'adaptation au réchauffement climatique. Il faut aussi s'adapter. Et le troisième, c'est, disons clairement, que les Nations Unies, en gros, invitent le secteur financier, disons, à modifier leur investissement de façon à l'inscrire dans cette dynamique de lutte contre le réchauffement climatique. C'est la première fois que le secteur financier est vraiment cité expressément et de façon positive. C'est pas donc c'est pas simplement les industriels. Le secteur financier a un rôle très très important à jouer. La façon dont on oriente les investissements est très importante, bien sûr. Et on le voit bien, dans les chiffres sont là maintenant pour montrer qu'il y a vraiment un engagement, de la même manière que les consommateurs, les acteurs sont eux-mêmes acteurs de pression. Je pense à une campagne comme a fait Oxfam pour convaincre les entreprises, non pas de les condamner, on n'appelait pas au boycott, mais on appelait à avoir des comportements positifs et vertueux. Dans quelques jours va commencer la COP23. Qu'est-ce que vous attendez de la COP23 ? Bien, alors, on attend de la COP23 que ça consolide certains. Donc, alors pour dire, alors les COP peut-être, je fais quand même 2 secondes. Ce sont les conférences des parties. Donc tous les pays signataires de la Convention climat, j'imagine que les gens qui sont là le savent, mais tous les pays signataires de la Convention climat se réunissent chaque année. Enfin, ils se réunissent plus, mais disons les négociateurs eux-mêmes se réunissent. Il y a des réunions intermédiaires, mais il y a vraiment une plénière qu'on appelle la conférence des parties. La première, c'était Berlin en 1995, la 3e Kyoto, la 15e Copenhague, 21e Paris. Elles n'ont pas toutes la même importance, c'est pour vous dire. Absolument. Donc, en fait, Marrakech l'an dernier, il y a eu des choses qui ont avancé.
Cette année, on n'attend pas forcément beaucoup d'avancées, mais les négociateurs, c'est vraiment la mise en route. Maintenant, il faut mettre en route l'accord de Paris. Alors, on pourra discuter de Donald Trump, ça a acheté un froid, mais la prochaine COP importante, c'est l'an prochain. Parce que la COP 2018, il y a d'abord la Convention climat qui a demandé un rapport au GIEC sur un climat, un réchauffement à 1 degré, à 1,5. Donc ça, c'est en cours. Les résultats seront disons, publiés en septembre prochain. Donc il y aura de nouveau matériel du point de vue des scientifiques. Et puis, en 2018, on regardera comment les engagements des pays sont ou non suivis. Donc c'est plus important, je pense, et je dirais presque malheureusement, ne soyons pas pessimistes, mais cette COP 2018 sera à Katowice, c'est-à-dire dans un pays vraiment qui n'est pas très favorable à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais c'est ainsi. Alors, on va vous remercier, Monsieur Jean Jouzel. Merci infiniment beaucoup, d'être Isabelle. venu ici. Je sais que Merci vous repartez beaucoup. immédiatement parce que vous avez beaucoup de choses à faire justement Merci pour le beaucoup. climat. Et en attendant, on a le président de la COP23, Franck Bainimarama, qui est le Premier ministre des îles Fidji, ne pouvait pas être présent, mais il a un message pour nous. Ouais. Mille merci d'applaudir Monsieur Jean Jouzel et on vous laisse avec Franck Bainimarama.